Compréhension orale. 1. Comprendre une interaction entre locuteurs natifs. Activité 1. Tu as vu les photos des dernières vacances? Non, fais voir. Qui est-ce là? Oh, mais c'est Nadia! Oui, elle a changé, hein? Remarque, c'est normal. Elle a bientôt 8 ans. C'est quand son anniversaire? Qu'est-ce que tu vas lui offrir? Je ne sais pas. Elle est tellement gâtée. Elle a tout. Elle aime chanter, je crois. Alors pourquoi pas un album Star My Name? C'est un nouveau groupe? Non, starmyname.com est un site où tu peux commander un album de 10 chansons personnalisées avec le prénom de ta nièce. C'est original comme idée, ça. Je ne connaissais pas. Mais ça doit être cher. Et il faut sans doute beaucoup de temps. Mais pas du tout. J'ai une copine qui l'a fait pour sa fille. Ça ne lui a coûté pas tout à fait 30 € et 2 ou 3 jours après, elle avait l'album avec le livret des paroles. C'est possible d'entendre les chansons avant? Tu vas sur le site de Star My Name et là, dans une liste de plus de 700 prénoms, tu trouveras peut-être le prénom de Nadia. Il te suffit de cliquer dessus et tu entends des extraits des chansons. Et s'il n'y est pas, les chansons sont enregistrées sur mesure. 700 prénoms? Olivier, le créateur du site, a eu cette idée pour la naissance de son premier enfant. Puis, il l'a fait pour des amis, des amis des amis. À chaque fois, il rechantait les 10 chansons avec le nouveau prénom. La liste des prénoms s'est allongée et le site est né. Bon, eh bien, je crois que je vais commander un album. Nadia va être contente. Tu peux même lui envoyer une carte d'anniversaire électronique avec une chanson à son nom. Et aussi, pour son goûter d'anniversaire, faire imprimer des cartes d'invitation pour ses copains et copines. Tiens, Jacqueline, comment vas-tu? On ne te voit plus au Qigong. Qu'est-ce que tu deviens? Non, cette année, j'ai envie de bouger un peu plus. Je fais de l'urban training. J'ai entendu parler de ce nouveau sport. Ça se pratique dans la rue, en petits groupes et avec un coach. C'est bien ça, non? Oui, on utilise ce qui se trouve autour de nous pour nos exercices. C'est amusant et dynamique. C'est réservé à des sportifs confirmés alors. Non, il y a plusieurs niveaux. Pour le moment, je fais ça avec un club. L'animateur nous montre les bons gestes et voit ce qui convient à chacun. Il faut des vêtements particuliers? Pas vraiment. Il faut surtout des chaussures adaptées de type running, c'est-à-dire pour courir, et des vêtements qui permettent de faire de grands gestes. Il faut aussi des gants pour protéger les mains. Et puis, on recommande d'avoir une ceinture pour accrocher une bouteille d'eau. Il faut absolument se réhydrater à tout moment. Et qu'est-ce que vous faites exactement? On commence par l'échauffement, pendant 10 minutes environ. L'échauffement est très important. Il permet d'augmenter progressivement les pulsations cardiaques. Ensuite, ce sont les exercices proprement dits. Comme quoi? Des abdos sur des marches, des tractions accrochées à une barre, ou encore des pompes sur un banc. S'il y a des escalators, on les monte le plus vite possible. Eh bien, c'est tonique. Et tout ça pendant 1 heure? Oui. Et on termine par un moment de stretching et de détente pour retrouver son rythme cardiaque en douceur. Là, tu pourrais faire du Qigong. Ça n'a pas l'air mal. Ah oui, si on le fait à son rythme. Et ce qui est formidable, Activité 3. c'est qu'en plus, tu redécouvres ta ville. Madame Boinard, merci de nous recevoir. Vous êtes chef de la division prévention et partenariat à la Direction centrale de la sécurité publique. Pouvez-vous dire quelles sont les personnes les plus vulnérables aux arnaques? Ce sont les personnes âgées. Les escrocs profitent de leur faiblesse. Ils sont souvent isolés, parfois touchés par le décès de leur mari ou de leur femme. Quelles sont les situations à risque pour ces personnes? Les seniors sont les premières victimes des voleurs. Ils sonnent chez eux, se font passer pour de faux policiers ou de faux agents de la Société du gaz et de l'électricité. Souvent, ils viennent à deux. L'un des deux parle avec eux, le distrait, et pendant ce temps, l'autre vole l'argent, les bijoux. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Demandez son nom et sa carte professionnelle à la personne qui vient chez eux. S'ils ont un doute, ils peuvent appeler le commissariat de police. Quelles sont les autres arnaques? Les personnes âgées sont aussi les victimes des démarcheurs. Ceux-ci leur proposent d'acheter des biens ou de réaliser des travaux chez eux à un prix en fait bien au-dessus de leur valeur réelle. Quelles sont les actions de la police et de la gendarmerie auprès des personnes âgées? Depuis l'été 2010, il existe un plan d'action national appelé Opération Tranquillité Senior. Nous organisons des réunions de prévention avec les personnes âgées et les personnes proches d'elles. Mais nous leur recommandons surtout de garder un lien avec leur famille et leurs voisins, ou encore de faire partie d'associations. C'est l'isolement qui les rend plus 4. fragiles, plus vulnérables. Bonjour docteur. Bonjour, Madame Bonnefoy. Qu'est-ce qui vous amène?
Comme tous les ans, hein, à l'entrée de l'hiver, je me sens fatiguée. Je n'ai envie de rien. Vous dormez bien? Trop bien. J'ai toujours sommeil. Et après, j'ai beaucoup de mal à me réveiller. C'est un peu de dépression saisonnière, Madame Bonnefoy. On va soigner ça. Vous savez, docteur, j'en ai assez des médicaments. J'ai entendu parler de la luminothérapie. Qu'en pensez-vous? Écoutez, pourquoi pas? Vous pourriez essayer. C'est un traitement médical reconnu pour combattre la dépression saisonnière. Dans les pays nordiques, où 5% et même 10% des personnes en souffrent, elle est assez répandue. Les gens constatent qu'ils sont de meilleure humeur, que leur sommeil redevient normal. En fait, elle limite les effets du manque de soleil. Comme lui, c'est un antidépresseur naturel. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'après des études sur ce sujet, le plus efficace sont des séances de 30 minutes, tous les matins, le plus près possible du lever du jour. Je peux faire ça chez moi? Bien sûr. Il y a des centres du sommeil, mais vous pouvez avoir votre propre appareil de luminothérapie chez vous. Il vous faut une lampe de 1500 lux minimum, placée à 30 cm de vous. Ces lampes ne présentent aucun danger pour les yeux. Il faut cependant vous assurer que l'appareil a des filtres contre les rayons ultraviolets et infrarouges. Est-ce que c'est cher? Il faut compter 200 à 300 € environ. Il existe aussi des simulateurs d'aube. Pour environ 100 €, ces petits appareils vous réveillent en douceur en simulant le lever du soleil. C'est parfait pour ceux qui ont du mal à se réveiller. Merci, docteur. Vous m'avez convaincu. Activité C'est un peu 5. cher, mais ça en vaut la peine. Tu viens avec moi à Limon? À Limon? Près de Puy-Guillaume? Mais qu'est-ce que tu vas y faire? Participer à la création d'une AMAP. La réunion est à la salle des fêtes. Une quoi? Une AMAP, une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Elle relie un agriculteur à un groupe de consommateurs comme toi et moi, à des familles à revenus modestes, des retraités, des sans-abri, tout type de personnes. C'est la garantie de mettre dans nos assiettes des produits frais et de qualité au meilleur prix. Comment ça marche? Tu m'expliques? Eh bien, l'agriculteur, aidé par un comité de consommateurs, calcule un budget qui correspond au coût de sa production sur l'année. Dans ce budget, il compte les salaires, les investissements, tout. Ensuite, le budget est divisé par le nombre de personnes inscrites. Ça donne le prix de la part de chaque membre qui est alors distribué sous forme de panier. En général, pendant 2 saisons, printemps-été et automne-hiver. Et les membres? Ils les ont comment, ces paniers? C'est simple, ils signent et achètent leur panier, un par semaine. Ils peuvent tous les acheter avant la saison, ou bien ils se mettent d'accord avec le fermier. Un membre peut aussi échanger une réduction du prix du panier, ou même sa gratuité contre des heures de travail à la ferme. Qu'est-ce qu'il y a dans un panier? Normalement, un panier correspond aux besoins d'une famille de 4 personnes. Il y a des fruits, des œufs, des produits laitiers. Tout est fraîchement cueilli, localement produit. Comme les récoltes changent à chaque saison, les paniers varient en taille et en produits. C'est vraiment une bonne idée, ces associations. Et puis, tout le monde y gagne. Exactement. De bons produits pour les consommateurs et pour le fermier, la garantie de vendre sa production, d'avoir Activité très peu de 6. pertes et de gaspillage. Tu rentres encore bien tard ce soir. Il exagère, ton patron. Vous n'avez pas encore fini votre nouveau catalogue. Si, ça y est. Il est enfin terminé. Vous avez programmé de nouvelles excursions, de nouvelles visites? Non, pas vraiment. Nous avons augmenté les propositions pour les sites les plus demandés. La Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, Versailles... Mais non, pas du tout. Sais-tu quel est de très loin le site le plus visité en France? Il a fait plus du double de visites que la Tour Eiffel. Eh bien, c'est Disneyland Paris, avec 15,3 millions de visiteurs en 2010. Tu te rends compte? C'est plus de 20% des 79 millions de touristes venus en France. Et nos vieilles pierres, nos musées, ils n'attirent plus les touristes? Mais si, rassure-toi. Sur les 10 sites les plus visités, il y a 2 musées, 2 centres culturels, 2 monuments, un palais... Quels sont les musées? Le Louvre, Orsay? Oui, le Louvre vient après Disneyland, juste avant la Tour Eiffel. Et Orsay est à la 7e place. Le palais, c'est Versailles, non? Et le deuxième monument? L'Arc de Triomphe. Avec 1,5 million de visiteurs, il est en dernière position. Versailles est 4e devant le Centre Pompidou, suivi de la Cité des Sciences de la Villette. Ça ne fait pas 10 sites. Tu as raison, il manque 2 parcs d'attractions. Le parc Astérix, qui est 8e, et le Futuroscope, 9e, avec un peu moins de visiteurs. 8 sites sur 10 sont en région parisienne et à Paris alors. C'est normal. C'est Sept. là qu'il y a le plus de touristes. Bonjour madame. 5 fruits et légumes par jour. Tout le monde connaît ce slogan. Si j'ai bien compris, vous fournissez des fruits dans les entreprises. Pourriez-vous m'expliquer comment cela fonctionne?
Oui, bien sûr. Effectivement, depuis 2003, nous proposons un service de fruits en entreprise. Nous sommes convaincus du bien-être du végétal dans les entreprises. Nos techniciens confectionnent des corbeilles de fruits et les livrent directement au sein de votre entreprise. D'où proviennent ces fruits? Directement de nos vergers, qui sont situés au cœur de la plaine de Versailles. Nos paniers sont livrés sur un présentoir, sans sous-traitance, par des entreprises de messagerie. Qu'est-ce qu'il y a comme fruits dans vos corbeilles? Ça dépend des saisons. En décembre 2010, nous avions par exemple des clémentines, des litchis, différentes sortes de pommes, des kiwis jaunes, des poires, des oranges bien sûr, des bananes, des pamplemousses et des citrons. Et en juin, des pêches, des nectarines, des fraises, des abricots, des cerises, du raisin. Vous les livrez combien de fois par semaine? Entre 1 et 5 fois par semaine. Ça dépend. Et ça coûte combien, tout ça? Nos tarifs actuels sont de 45 € hors taxe par panier de 8 à 12 kilos de fruits pour 2 paniers de fruits ou plus livrés par semaine. Ou 48 € hors taxe par panier pour un seul panier de fruits par semaine. Ce tarif inclut l'installation, la mise à disposition et l'entretien du présentoir, la confection des paniers et la livraison par les techniciens du verger de Galie. Ce service de distribution est gratuit pour les salariés. Il est solidaire de la Fondation de France pour la recherche contre le cancer, pour le soutien de la filière biologique et pour la protection de l'environnement. Chaque salarié peut alors se servir avec une participation en moyenne de 1 € pour 3 fruits. Il existe un service gratuit de distribution de paniers de fruits frais, sans programme de solidarité. Une bien belle idée qui non seulement incite à consommer des fruits frais au bureau tout au long de la journée, mais permet aussi plus de convivialité et de naturel dans les relations humaines. Et en plus, elle représente une attention et une reconnaissance pour les salariés de la part de Activité l'entreprise. Bravo. Madame Dupré, vous avez 2 poubelles différentes. Une avec des sacs noirs et l'autre avec des sacs jaunes. C'est pour trier les déchets. Dans les sacs jaunes, on met tout ce qui peut être recyclé. C'est bien pour l'environnement. Chez moi, en Thaïlande, on commence aussi à trier. Oui, mais nous produisons trop de déchets. 390 kilos par an et par personne. Il faut absolument essayer de les réduire. Comment? Depuis longtemps déjà, les hypermarchés proposent des sacs réutilisables. On évite aussi de gaspiller le papier, on n'imprime que ce qui est nécessaire. Tenez, pour vos brouillons, vous pouvez utiliser ces feuilles mal imprimées. Merci, madame. Je trouve aussi qu'en France, vous utilisez trop d'emballage. C'est vrai, moi, je fais de mon mieux pour les réduire. Par exemple, j'évite les lingettes à usage unique. J'achète des recharges pour les produits ménagers et aussi des piles rechargeables. On nous conseille aussi d'acheter en vrac ou en grand format, parce que les portions individuelles produisent beaucoup de déchets. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment une bonne solution. On ne consomme pas toujours tout avant la date de péremption et on doit jeter des aliments, alors le gaspillage alimentaire augmente. Et les vieilles choses, qu'est-ce que vous en faites? Je donne mes vêtements et mes vieux meubles. Je vends aussi ce que je peux à des brocantes ou des vides-greniers. Et tout le monde fait comme vous? Non, mais de plus en plus de gens font des efforts. Réduire nos déchets est indispensable Activité si nous voulons protéger l'environnement. Chantal, tu as lu la lettre de l'environnement de Vichy-Val d'Allier? Non, je n'ai pas eu le temps. Pourquoi? La communauté d'agglomération décrète 2011 année du métal. Il voudrait arriver à augmenter le tonnage d'acier recyclé sur les 3 communes. Passer de 1,95 kg à 2 kg par habitant. Avec quoi? Nos boîtes de conserve? Et aussi les canettes. À ce propos, inutile comme tu le fais de nettoyer les boîtes avant de les jeter dans le sac jaune. Il suffit de bien les vider. Tu savais que 20% des emballages en acier recyclé proviennent du tri sélectif? Non. Mais ce que je sais, parce que les écologistes en parlent souvent, c'est que l'acier est le matériau le plus recyclé au monde. C'est vrai. On dit qu'une canette est recyclable à 100% à l'infini. Le métal ne perd jamais ses qualités d'origine. Une canette peut redevenir une canette, mais aussi un frigidaire, un pont, le capot d'une voiture. D'ailleurs, d'après l'article, 54% de l'acier d'une voiture neuve est issu du recyclage. Et comme ils l'écrivent avec humour, en théorie, rien n'interdit de penser qu'une partie de l'épée de Vercingétorix revit dans la tour Eiffel. Mais recycler, c'est aussi préserver les ressources naturelles, non? La lettre de l'environnement le rappelle.
comme elle précise que cela permet aussi de diminuer l'énergie nécessaire à la fabrication d'un nouvel acier et de réduire l'émission de gaz à effet de serre dans l'air. Alors recyclons. Activité 10. Tiens. Passe-moi ta canette vide. Chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Du magret de canard. Ça alors, c'est drôle. Nous allons confirmer les résultats de l'enquête que je viens de lire. Un sondage réalisé par la Sofres au mois d'août 2011 sur les plats préférés des Français révèle que 21% d'entre nous préfèrent le magret de canard. Tiens, regarde, les Français le placent juste devant les moules frites et le couscous qui font 20 et 19%. Ah bon? Ça n'est plus la blanquette de veau? Non, gagnante en 2006, elle obtient la 4e place avec 18%. Mais nous sommes très carnivores. Parmi les 8 premiers plats cités par les Français, 7 sont à base de viande, que ce soit du bœuf, du veau, de l'agneau ou du canard. Pas bien diététique tout ça. Seuls le couscous et la blanquette ont des légumes. Bien sûr, les classements des plats changent selon les régions, le sexe ou l'âge des personnes interrogées. Je suis sûre que les plus âgés préfèrent les plats mijotés. Tout à fait, le pot-au-feu est le plat préféré des 50-64 ans, mais pour les plus de 65 ans, le gigot passe avant la blanquette. Quels sont les plats que préfèrent les hommes? 25% préfèrent la côte de bœuf et 23% le magret de canard, plat préféré des femmes. D'après l'enquête, vous aimez autant les moules frites que le couscous, les tomates farcies ou le pavé de saumon grillé. Les résultats sont les mêmes partout? Non, ils changent aussi selon les régions. C'est normal. Les gens aiment bien leur spécialité régionale. Oui, mais il y a quelques surprises. Dans le Nord, les moules frites n'occupent que la 2e place avec 25% des voix. Et dans l'Est, la choucroute est aussi à la 2e place avec 22%. Et tiens-toi bien, c'est le couscous avec 28% qui arrive en tête. Ça, c'est l'influence méditerranéenne. L'apport des immigrés. En attendant, je suis sûr que ton Activité magret sera 11. réussi. On va se régaler. Baiser, bise, bisous, tout un vocabulaire pour témoigner l'affection, l'estime ou alors le respect qu'on éprouve pour quelqu'un. Michel, tu pourrais m'expliquer combien on en fait des bises? Et par où on commence? Ça dépend. Dans la majorité des régions de France, on fait 2 bises, en commençant par la joue droite. Mais dans l'Est et une partie de la Provence, on fait aussi 2 bises, mais là, on commence en général par la joue gauche. Dans la région de Brest, il est de coutume de ne faire qu'une bise, alors que dans le Massif central, on en fait 3. Et dans le bassin parisien et en Normandie, c'est 2 ou 4 bises, en commençant généralement par la joue droite. Oh là là, que c'est compliqué! Oui, d'ailleurs les Français ne s'y retrouvent pas toujours eux-mêmes. Et les enfants? J'ai remarqué qu'on les embrassait même si on ne les connaissait pas bien. Oui, mais ce sont surtout des familiers qui les embrassent, pour leur montrer de l'affection ou pour les réconforter, quand ils se sont fait un petit bobo. Il y a aussi d'autres occasions pour s'embrasser? Oui, par exemple, pour remercier quand on a reçu un cadeau, ou alors sous le gui, au Nouvel An. Oui, c'est vrai. On dit que ça porte bonheur. Le gui serait un symbole de prospérité et de longue vie. Ah, on dit d'ailleurs au gui l'an neuf. Merci pour ces explications. Allez, Activité je t'embrasse. À Paris, solidarité rime avec diversité. Qu'ils soient retraités, actifs, parents, étudiants ou encore lycéens, les Parisiens n'hésitent pas à s'engager. Nous nous sommes renseignés auprès de 3 associations sur leurs objectifs. Bonjour monsieur, pourriez-vous me parler de votre association? Oui, avec plaisir. 80% des volontaires de l'association Passerelle et Compétences ont une activité professionnelle. Ils font ce qu'on appelle du bénévolat de compétences. Et qu'est-ce que ça veut dire, bénévolat de compétences? Comment vous dire? Le bénévolat de compétences, c'est le fait de mettre ponctuellement sa compétence professionnelle au service d'associations de solidarité. Et quels sont les domaines les plus recherchés? Surtout tout ce qui touche à l'informatique, à la communication et au marketing. Et quel est le rôle de Passerelle et compétences? Tout d'abord, il y a la rencontre avec l'association pour définir ses besoins. On diffuse une annonce pour la mission et ensuite on rencontre le bénévole qui va la réaliser. Nous restons en contact avec eux tout au long du projet pour voir si tout se passe bien. Bonjour madame. Alors, quels sont les objectifs de l'association Voisine Âge? L'association Voisine Âge est une communauté sur le web. C'est le premier site de rencontre intergénérationnelle. Il met en relation les personnes âgées et leurs voisins en fonction de leur proximité et de leurs affinités. Le but est de faire connaissance, mais aussi de veiller à ce qu'aucune personne âgée du quartier ne soit trop isolée ou sans visite pendant des mois.
Qu'est-ce qu'on peut apporter comme action? Ça peut être une visite, un coup de téléphone, aider la personne âgée à faire ses papiers, à faire les courses pour elle, à déjeuner avec elle. Bonjour. Pouvez-vous nous dire quels sont les objectifs de l'association Les Tribus du 13? L'association Les Tribus du 13 a pour objectif de créer des liens utiles entre les habitants d'un même quartier. Vous avez aussi un site internet? Oui, il sert à rapprocher les familles et les nombreux étudiants du 13e. Qu'est-ce qu'ils peuvent proposer comme activité? C'est surtout du babysitting, aller chercher les enfants à la crèche ou à la sortie de l'école et les aider à faire leurs devoirs. Activité 13. Oui, c'est surtout Thomas, laisse ta place à madame. Non, non, merci, ça va. À cette heure-ci, il y a de la place. On est plus tranquille aussi. Au moins, on n'est pas bousculé, surtout pour monter dans le wagon. Les gens ne font pas attention aux autres. Ils ne pensent qu'à eux. Ils ne savent plus demander poliment une place, ni remercier. Encore moins demander pardon quand ils vous écrasent les pieds. C'est vrai, la politesse se perd. Et c'est plus net dans les transports. Vous n'avez pas vu les affiches dans le métro l'été dernier? Ah oui, bien sûr. C'était très bien fait. Elle permettait de faire réfléchir avec humour à toutes les formes d'incivilité. Les fraudes, les pieds sur les banquettes, les crachats, les tags. J'avais lu alors que cette campagne d'affichage était une réaction de la RATP au comportement des voyageurs. D'ailleurs, elle confirmait les résultats d'un sondage réalisé début 2011. Il portait sur les incivilités? En fait, l'Institut Ipsos a demandé à 1000 personnes ce qui leur causait le plus de difficultés ou de stress. Et, à la surprise de tout le monde, 60% ont répondu que c'était le manque de savoir-vivre et l'agressivité des gens, loin devant l'argent, les transports, le bruit ou le manque de temps. J'avoue que les téléphones portables m'agacent de plus en plus. On est obligé d'écouter toutes les conversations privées ou de travail. Et alors ne parlons pas de la musique qui sort des baladeurs. Moi, je supporte mal ceux qui font du wagon une annexe de leur salle de bain. Ils se curent le nez ou les oreilles, se maquillent, se peignent, se mouchent ou éternuent sans faire attention aux voisins. C'est vrai que les gens sont de plus en plus égocentriques. La société évolue. Vous savez, je pense qu'en fait, elle se déshumanise. Il y a moins de solidarité. Mais, heureusement, on trouve encore des gens en tant comme vous. qu'auditeur. Activité 1. Personne n'y croyait. Et pourtant, Michel Hazanavicius l'a fait. Réaliser un film muet en noir et blanc. Et ce pari fou est plus que gagné. À l'heure de la 3D et des merveilles technologiques, faire un film muet en noir et blanc, il fallait oser. On peut se demander qui va payer pour aller voir ça au cinéma. Vie artiste a été entièrement tournée à Hollywood. Certaines scènes même dans les studios de Charlie Chaplin, avec les meilleurs techniciens et une maquilleuse extraordinaire. Bah oui, dans un film en noir et blanc, l'esthétique, la lumière, c'est très important. Et bien entendu, d'excellents acteurs. Jean Dujardin, qui se coule avec un égal bonheur dans les habits chics de la star enjôleuse, sûre de son talent, et dans les oripeaux de la vedette oubliée. Et sa partenaire, Bérénice Bejo, radieuse et pétillante, apporte au film son énergie et sa fraîcheur. C'est un grand film. Ça se passe en 1927. Jean Dujardin joue Georges Valentin, une star du cinéma muet, qui va tomber amoureux d'une femme. Il y a donc une histoire d'amour. Mais c'est aussi l'histoire de la déchéance d'un homme, d'un acteur qui refuse le cinéma dialogué, le cinéma parlant. Donc, l'alcool, la misère, la solitude. Un grand moment de cinéma. C'est poétique, émouvant, esthétiquement très beau. On rit, on sourit et on pleure. Vie artiste donne juste du plaisir, mais du plaisir juste. Et sans oublier de rappeler que Jean Dujardin a reçu le prix d'interprétation masculine à Cannes pour son rôle... À la veille des premières assises de la Fondation Nestlé France, le repas gastronomique français avait été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Mais cette reconnaissance patrimoniale s'accompagne de ce qu'on appelle le devoir de transmission. Et dans les familles, la transmission passe d'abord par l'assiette. C'est ce que nous révèle l'enquête publiée en novembre 2011 par la Fondation Nestlé. 87% des personnes interrogées affirment manger des plats dont la recette vient de leurs grands-parents.
Au cours des deuxièmes assises de la Fondation Nestlé qui ont eu lieu sous sa présidence, Éric Orsena parle de la transmission en ces termes. Quand on parle de transmission, on pense tout de suite à cette forme de transmission verticale qu'est la succession. En général, pour ce qui concerne l'alimentation et dans tous les pays du monde, cette transmission des recettes ou des manières de cuisiner est assurée par un relais de mère en fille. Ce n'est toutefois pas toujours vrai. Quand je me demande ce que je laisserai à mes enfants, je suis presque sûr qu'ils garderont de moi certaines recettes de beurre blanc à l'échalote, une manière particulière de faire pour l'été, un bœuf mode en gelée, et un lait aillé qui accompagne particulièrement bien certaines recettes de coquelets. Ce qui montre que cette transmission n'est pas forcément le fait des femmes. À l'heure des familles éclatées et recomposées, la cuisine reste un élément qui rassemble, qui structure le clan. Une bonne dose de tradition, un soupçon de nostalgie, un zeste de valeur. Les enfants en raffolent et tendent leur Gérard Mermet, sociologue et auteur de Francoscopie depuis plus de 20 ans, décrit et décrypte les attitudes, les comportements, les opinions et les valeurs des Français dans tous les domaines de la vie quotidienne. Dans son chapitre consacré aux loisirs et aux vacances des Français, il explique qu'on peut distinguer les principaux lieux et les moments de vacances en leur attribuant une couleur symbolique de ce que chaque type évoque dans l'imaginaire du vacancier. Le tourisme vert, appelé aussi tourisme rural, de campagne ou agritourisme, est motivé par la recherche de la nature et du calme. Il se caractérise par une durée de séjour plus courte que pour les autres destinations, le temps de se ressourcer à la vue des arbres, des fleurs ou de l'eau des rivières. Le tourisme bleu, lui, est orienté vers la mer, mais aussi plus largement vers l'eau sous toutes ses formes, lacs, rivières, torrents. Il est aussi à l'origine de l'intérêt pour la thalassothérapie, la croisière ou le tourisme fluvial. Le tourisme blanc est celui qui conduit vers la pureté et la froideur des montagnes enneigées en hiver, parfois aussi en été, si l'on recherche des neiges éternelles qui forment un contraste saisissant et rassurant avec le monde de l'éphémère. Le tourisme gris est celui pratiqué dans les villes. Il est plus sensible à l'artificiel qu'à l'authentique, qu'à la nature. On peut ajouter à la palette le tourisme jaune, qui conduit le voyageur dans le sable des déserts avec sa solitude habitée par une nature peu visible mais présente. Enfin, le tourisme multicolore est celui des circuits, qui permettent de mélanger quelques-unes des couleurs offertes aux voyageurs. Bleu aquatique, vert campagnard, blanc montagnard, jaune désertique, gris urbain. Un arc-en-ciel de sensations. Depuis quelque temps, on a vu apparaître une étiquette verte sur des centaines d'articles. Denrées alimentaires, mais aussi shampoings, rames de papier, bouteilles de gaz et même portes et fenêtres. Le but ? Nous renseigner sur leur impact environnemental. Cette initiative du ministère de l'Écologie vient en application du Grenelle de l'environnement et est réalisée avec des entreprises volontaires, des fabricants et des distributeurs. Cette opération a été mise en œuvre pour une période expérimentale d'1 an et annonce peut-être la généralisation, à plus ou moins long terme, de l'affichage vert sur tous les articles de consommation. L'étiquette verte tente de chiffrer l'impact de l'ensemble du cycle de vie d'un produit depuis sa fabrication sur 3 points clés. Les émissions de gaz à effet de serre, et donc principalement de gaz carbonique, l'impact sur la pollution de l'air ou de l'eau, et le poids dans la consommation des ressources naturelles comme le pétrole, le bois, l'eau, etc. Ces critères varient d'après les familles de produits. Une bouteille de jus de fruits n'a pas les mêmes indicateurs qu'un vêtement, et chaque fabricant ou distributeur est libre de présenter l'information comme il le souhaite. Certaines enseignes ont choisi de simplifier l'étiquetage. Casino, par exemple, réunit les 3 indices en un seul chiffre indiqué sur les produits vendus sous sa marque, sous forme d'un pourcentage pour 100 grammes. Plus le chiffre est faible, plus l'impact sur l'environnement est réduit. Pour obtenir des informations détaillées, il suffit de flasher le code 2D imprimé sur l'emballage avec son smartphone.
Si certaines formules ne sont pas claires, on peut aussi obtenir des explications complémentaires sur le site internet du fabricant Cinq. ou du distributeur concerné. L'usine de retraitement de La Hague est un centre de traitement du combustible usé dans lequel on traite une partie du combustible nucléaire provenant de certains des réacteurs nucléaires de France, d'Allemagne, de Belgique, de Suisse, des Pays-Bas et du Japon, pour en séparer certains éléments radioactifs. Cette usine de retraitement de déchets radioactifs de La Hague est située dans le Cotentin, en Basse-Normandie. Elle a été construite entre 1962 et 1966 et a d'abord servi à produire du plutonium à des fins militaires. Elle a ensuite été reconvertie dans le domaine civil pour retraiter des combustibles issus de centrales nucléaires françaises ou étrangères avant qu'ils ne soient stockés ou renvoyés dans leur pays d'origine. Elle fournit aussi en déchets retraités l'usine de Marcoule dans le Gard, où on produit le combustible nucléaire MOX. Marcoule est une autre usine du groupe, dirigée par Areva, groupe industriel français spécialisé dans les métiers du nucléaire. Le chantier de la centrale EDF, Électricité de France, de Flamanville, a lui commencé en 1979. 2 réacteurs sont respectivement mis en service en 1986 et 1987. Quant à la construction du réacteur EPR, elle a débuté en 2007 et devrait s'achever en 2016. Parmi les 3200 ouvriers employés sur ce chantier, 1 millier sont des travailleurs étrangers provenant essentiellement des pays de l'Est, et 500 ouvriers sont originaires de À Basse-Normandie. Chaumont-sur-Marne, Haute-Marne, où le chapiteau est dressé, le spectacle va pouvoir commencer. Non pas avec des acrobates, mais avec des grands de la peinture. Ce petit musée nomade permet de découvrir gratuitement une sélection de chefs-d'œuvre de la collection du Centre Pompidou. Il a ouvert ses portes en octobre 2011. La première exposition a pour thème la couleur et n'a pas à rougir avec ses Matisse, Picasso, Braque, Léger, Calder et Sonia Delaunay. 14 chefs-d'œuvre ont été sélectionnés. Pas plus, sinon l'attention du public se relâcherait. Il peut accueillir en moyenne 500 visiteurs par jour sous sa toile de cirque. Plus de 3500 écoliers, collégiens et lycéens, accompagnés de leurs professeurs, sont déjà venus découvrir ses œuvres. Le Centre Pompidou Mobile fermera ses portes le 23 janvier 2012. L'expérience de ce musée éphémère se poursuivra à Cambrai, puis à Boulogne-sur-Mer. L'idée qui se cache derrière ce premier musée national nomade est d'aller à la rencontre d'un public qui n'a jamais mis les pieds dans un musée. C'est ce qu'a voulu le président du Centre Pompidou, Alain Second. En 2014, le public pourra admirer les lions, ours, rhinocéros, panthères et hyènes peints ou gravés de la grotte Chauvet, découverte il y a 17 ans par Jean-Marie Chauvet. Non pas les originaux, mais leurs facsimilés. Ce projet à la fois culturel et touristique, appelé Espace de restitution, a été présenté hier soir au musée du Quai Branly. Cet espace sera situé au-dessus de l'Ardèche, sur les hauteurs de Vallon-Pont d'Arc, sur le site calcaire du Rasal. Il sera constitué d'un facsimilé grandeur nature, 3000 m² en 3D, qui rendra les œuvres accessibles à tous, ainsi que d'un centre de découverte, 1400 m², d'une salle d'exposition temporaire, d'un pôle pédagogique, d'un restaurant et d'une boutique. Au total, 5 bâtiments posés tels l'empreinte d'une patte d'ours. Jean Clotte, préhistorien président du comité scientifique de la grotte, explique qu'avec ses 425 représentations animales de 14 espèces différentes et son âge de 36 000 ans, soit 2 fois plus que Lascaux, la grotte Chauvet est aujourd'hui la plus ancienne grotte ornée connue au monde. Les ministères de la Culture, de l'Environnement et des Affaires étrangères soutiendront sa candidature au titre de site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en janvier 2012. Le réalisateur allemand Werner Herzog a tourné un film intitulé « La grotte des rêves perdus » au printemps 2010 à Vallon-Pont d'Arc, dans et autour de la grotte Chauvet. Ce documentaire de 95 minutes est soutenu par le Conseil général de l'Ardèche et la région Rhône-Alpes. Il a été présenté à plusieurs festivals, Toronto, New York, Berlin, et est sorti en 2011 sur les écrans de très nombreux pays. Il en existe même une version en 3 Après le repas gastronomique des Français, le compagnonnage et la dentelle au point d'Alençon en 2010, l'équitation pratiquée au sein du Cadre Noir de Saumur, Maine-et-Loire, a été inscrite par l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
Le comité spécialisé réuni sur l'île indonésienne de Bali a ajouté ce type d'équitation à la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité qui compte déjà 213 traditions du monde. Cette inscription a été demandée par les autorités françaises. Le dossier a été établi par un comité créé au sein de l'École nationale d'équitation de Saumur. Les experts du comité ont souligné que l'équitation de tradition française est un art de monter à cheval qui a comme caractéristique de mettre en relief une harmonie des relations entre l'homme et le cheval. Il précise que les principes et processus fondamentaux de l'éducation du cheval sont l'absence d'effets de force et de contraintes, ainsi que des demandes harmonieuses de l'homme respectant le corps et l'humeur du cheval. La France avait présenté une autre candidature, la porcelaine de Limoges, qui a cependant été retirée, cette ville expliquant avoir reçu une demande d'informations supplémentaires impossible à satisfaire à temps. Aujourd'hui, le cours portera sur la vitesse. Sachez qu'un accident mortel sur 2 est dû à une vitesse inadaptée. Accepter de réduire sa vitesse de 5 km/h, c'est diminuer de 20% le nombre de tués. Aussi, lorsque vous conduisez, respectez les limitations de vitesse. N'oubliez pas de réduire votre vitesse par temps de pluie. Ne dépassez pas alors les 110 km/h sur autoroute, 100 sur les autoroutes urbaines ou les routes à 2 fois 2 voies et 80 sur les autres routes. Sur tous les réseaux, si la visibilité est inférieure à 50 mètres, ne roulez pas à plus de 50 km/h. Soyez sûr de bien voir. Plus vous allez vite, plus votre perception visuelle diminue. Vérifiez votre vision de près, de loin et sur les côtés. Plus vous roulez vite, plus les temps de réaction de freinage augmentent. Votre temps de réaction varie de 1 à 2 secondes. Il dépend bien sûr des conditions de circulation et de votre expérience de la conduite, mais aussi, et je dirais même beaucoup, de votre attention, très étroitement liée à votre état physique. Si vous prenez des médicaments, vérifiez s'ils provoquent des endormissements. Si vous vous sentez trop fatigué ou si vous avez bu un peu trop d'alcool, ne prenez pas le volant. Demandez à quelqu'un d'autre de conduire. Pour anticiper tout risque d'accident, maintenez une distance de sécurité avec le véhicule qui vous précède. Sur route, comptez 2 secondes entre le passage du véhicule qui vous précède devant un repère fixe, un arbre par exemple, et votre passage devant le même repère. Vous êtes alors à 50 mètres de la voiture qui vous précède. Sur autoroute, prenez comme référence la longueur de 2 lignes d'une bande d'arrêt d'urgence. La distance entre les 2 véhicules est alors de 90 mètres. N'oubliez pas ces conseils. Faites-en des règles de conduite. Vous réduirez les risques d'accident. Activité 10. La vitesse, ça se contrôle. Malgré ses 6 siècles d'existence, la coutellerie n'a pas pris une ride. À Thiers, elle est une véritable institution. Pour en avoir la preuve, rendez-vous à l'espace Pamparina, une association d'aide au retour à l'emploi. Là, depuis le 16 avril 2011, l'atelier Le Thiers vous invite à assembler vous-même votre propre couteau sous le regard avisé d'animateurs formés. Pour les adultes, c'est un couteau fermant Le Thiers de 22 cm ouvert et 12 cm fermé, à lame en acier inox et manche en olivier. Pour la séance et votre couteau, il vous en coûtera 23 €. Mais avant d'en monter un, soyez patient. L'atelier ne désemplit pas. Plus de 1000 couteaux ont déjà été fabriqués. Un conseil, réservez. Inscrivez-vous pour l'une des 3 séances de 10h, 14h ou 16h. Pour plus de renseignements, téléphonez à Monsieur Michel Falcoté au 04 73 94 01 69 ou à l'Office de tourisme de Thiers au 04 73 80 65 65. Quand votre tour arrive, écoutez les conseils de l'animateur et suivez pas à pas les étapes de l'assemblage de votre couteau. Avant de commencer, mettez un tablier et des lunettes de protection. Dirigez-vous ensuite vers un plan de travail où les foreuses, meuleuses, rivets et marteaux vous attendent. D'abord, familiarisez-vous avec l'outillage et les étapes de fabrication. Prenez en main les pièces déjà usinées. Percez la lame et le manche. Assemblez les pièces, montez-les. Fixez fermement le ressort et la lame. Posez les rivets, vérifiez le montage. Polissez soigneusement la lame. Gravez enfin votre prénom. Votre couteau ne sera peut-être pas parfait, mais c'est le vôtre. C'est le plus beau des couteaux.
Moules en silicone, boîtes, films alimentaires, très présents dans les cuisines jusqu'à ces dernières années, les plastiques n'ont plus la cote. Il y en a pourtant de meilleurs que d'autres. Selon leur composition, les boîtes en plastique libèrent ou non des composés toxiques, surtout au contact de liquides chauds ou de corps gras. Pour vous y retrouver, cherchez les numéros peu visibles qui se trouvent sous ces récipients. N'hésitez pas, jetez les numéros 1 en PET, les 3 en PVC, les 6 en polystyrène, les 7 en polycarbonate, car leurs additifs ont tendance à migrer, à passer dans les aliments. Jetez aussi toute boîte rayée, fendue ou décolorée. Vous pouvez garder les numéros 2 et 4 en polyéthylène, qui supportent bien le froid du réfrigérateur, et le 5 en polypropylène, qu'il est préférable de ranger dans les placards à température ambiante. Préférez donc les boîtes en acier inoxydable ou encore les bocaux en verre. Le film alimentaire peut être à base de PVC. Il contient alors des phtalates qui migrent au contact des corps gras. S'il est en polyéthylène basse densité, il est moins nocif. Jetez tout produit gras en contact prolongé avec un film plastique, surtout s'il a été exposé à la chaleur. Préférez le papier sulfurisé non blanchi ou une assiette retournée pour servir de couvercle. Les moules en silicone sont également très utilisés par les cuisinières. Cependant, une enquête réalisée en 2004 a révélé que 44 échantillons analysés sur 81 posaient des problèmes de sécurité alimentaire. Jetez les moules qui contiennent du peroxyde, substance souvent utilisée en Chine et encore autorisée en France, alors qu'elle est interdite en Suisse et en Allemagne. Pour savoir si vos moules en contiennent, pincez-les. Si une pliure blanche apparaît, c'est mauvais signe. Vous pouvez garder les modèles qui portent la mention silicone platinium, capable de résister à des températures de 260 ou 280 degrés Celsius sans lâcher de composés indésirables. Préférez les moules en porcelaine blanche, en pyrex non coloré Émission ou de encore les radio caissettes en et papier. enregistrement. Activité 1. 2 semaines après sa sortie, le 2 novembre 2011, le film Intouchable a déjà attiré presque 2 millions de spectateurs. Un vrai raz-de-marée. Mais les avis sont-ils unanimes? C'est ce que va nous révéler le micro-trottoir suivant. J'ai ri du début à la fin. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant ri. L'opéra et le quiz sur les musiques de la soirée d'anniversaire, c'était simplement tordant. Ouais, j'ai bien rigolé, j'ai bien aimé. J'aime beaucoup François Cluzet comme acteur. Et Omar Sy est formidable de nature. C'est drôle et ça fait du bien. J'y suis allé forcé par un pote. J'avais pas envie, mais j'avais une place gratuite à utiliser avant la fin du mois. Bof, y a des moments touchants et une bonne humeur certaine, mais il y a de très gros clichés qui auraient pu être évités. C'est à voir pour le jeu des acteurs. Omar Sy, mais surtout François Cluzet, très bon. Moi, j'ai adoré ce film. Je crois qu'il fait partie des meilleurs films français. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a de tout dans le film. Des scènes humoristiques, des scènes émouvantes, tristes. Il y en a pour tous les goûts. C'est vraiment un film formidable. C'est un super film. Je me suis marré à en pleurer. J'ai été époustouflé par les acteurs. Si vous l'avez pas vu, foncez. Pardon d'aller à contre-courant, mais j'ai détesté Intouchable. Le film est lourd et irréaliste. Tout sonne faux. Le handicap n'est pas un sujet de plaisanterie. Comment rire de ça et des situations qu'il provoque? Excellent film, qui traite avec légèreté et humour un sujet grave. Les deux acteurs principaux jouent à merveille. Rire assuré tout au long du film. 2. Je le reverrai avec Pour la plaisir. deuxième année consécutive, la ville de Vienne arrive en tête d'un classement sur la qualité de vie. Tandis que Luxembourg est la ville la plus sûre, selon l'enquête annuelle sur les endroits où il fait bon vivre du cabinet de conseil Mercer. L'étude s'est portée sur 221 villes en fonction de 39 éléments de qualité de vie, recouvrant notamment l'environnement politique, social et économique, mais aussi les loisirs, le logement ou l'environnement, climat, catastrophes naturelles. Bagdad reste la ville où les conditions sont les plus difficiles. Les villes européennes représentent la moitié des cités classées aux 25 premières places, en particulier les villes allemandes et suisses, avec 3 représentantes dans les 10 premières. Zurich, Suisse, et Auckland, Nouvelle-Zélande, complètent le podium, suivi de Munich, Allemagne, à la 4e place. Düsseldorf et Vancouver se partagent la 5e position. En bas du tableau, on trouve des villes marquées par l'agitation civile, des niveaux forts de criminalité et une relative application de la loi.
explique Slagin Parakatil, responsable de l'enquête. Pour la France, les 2 villes classées sont Paris, qui arrive à la 30e place et gagne 4 places par rapport à l'an passé, et Lyon, à la 39e place. Pour la première fois, l'enquête a mis en place un classement spécifique sur la base du critère sécurité individuelle, fondé sur la stabilité interne, les niveaux de criminalité, l'efficacité d'application de la loi et les relations internationales du pays. Le Luxembourg est ainsi le lieu le plus sûr, suivi de Berne, Suisse, Helsinki et Zurich. Vienne est classée 5e. Les 5 derniers sont d'ailleurs les mêmes pour les 2 classements. Paris et Lyon sont 60e ex-aequo, et Bagdad arrive à la dernière place. Pour les Amériques, les villes canadiennes forment la tête du classement. Aux États-Unis, New York arrive en 47e position pour ce qui concerne la qualité de vie et à la 68e place pour la sécurité individuelle, à égalité notamment avec Londres et Madrid. La capitale britannique se place 38e pour la qualité de vie, Madrid 43e, Rome 52e. Petite révolution pour les citadins. Après le succès rencontré par Vélib, le maire de Paris, Bertrand Delanoë, a lancé en 2008 l'idée d'Autolib. Électrique, écologique et silencieuse, voici la Blue Car, la voiture électrique que 4 millions de franciliens pourront bientôt utiliser en libre service, et ce, à partir d'octobre 2011. Cette petite citadine, avec ses 4 places, a été conçue en Italie et est équipée de batteries fabriquées en Bretagne. Comment ça fonctionne? Même principe que pour Vélib. 700 stations seront réparties dans Paris, 300 en banlieue pour mettre à disposition 3000 véhicules. On pourra les réserver à l'avance sur Internet ou les prendre dans la station à condition d'avoir souscrit un abonnement, que ce soit à la journée, au mois ou à l'année. La demi-heure d'utilisation coûtera entre 5 et 7 euros, 10 euros pour une journée et 12 euros par mois pendant 1 an. Il faudra bien sûr verser une caution de 250 euros. Enfin, l'assurance prévoit une franchise de 500 euros en cas d'accident. En pratique, il suffira de passer sa carte devant une borne pour s'identifier, puis de débrancher la prise et de taper un code sur le tableau de bord pour démarrer. Enfin, en cas de problème, les utilisateurs seront assistés par un agent. Doté de 250 km d'autonomie, pas question de faire de longs trajets. Mais encore faudra-t-il trouver une place à l'arrivée. On pourra en réserver une à l'avance à condition qu'il y en ait une de disponible. Et maintenant notre rubrique « Idées pour le week-end ». Alors Myriam, qu'est-ce que vous nous proposez? Une visite dans un lieu de prestige, un lieu merveilleux. Le buffet de la gare de Lyon, le Train Bleu, inauguré le 7 avril 1901 par le président de la République Émile Loubet. La gare de Lyon fait partie de l'immense effort d'urbanisme qui a accompagné l'exposition de 1900. Si l'extérieur évoque discrètement la Belle Époque, c'est à l'intérieur, dans les salles du buffet, que subsiste le témoignage le plus intact, le plus saisissant du style 1900. Offert par la compagnie PLM à la gare de Lyon, ce buffet qu'elle voulait sublime est à l'image du Paris de ces années-là, où le luxe s'affichait comme un art. Les salles immenses aux lambris dorés, aux banquettes et fauteuils de cuir et aux tentures pourpres, ainsi que les lustres de cristal, constituent un décor représentatif de l'art pompier. Mais ce sont les peintures qui frappent surtout le visiteur. Au nombre de 41, elles illustrent les sites du réseau PLM et aussi des événements de 1900. Tout naturellement, les 3 plafonds de la grande salle représentent les 3 villes les plus importantes, celles dont les initiales forment le nom de la compagnie et du réseau ferroviaire, Paris, Lyon et Marseille. Les 2 grandes salles, Réjane et Dorée, ainsi que les salons tunisiens et algériens classés monuments historiques en 1972 par André Malraux, ministre de la Culture, ont pu ainsi échapper de justesse à la démolition. C'est en 1963 que le buffet de la gare a été rebaptisé Train Bleu, en l'honneur du mythique train Paris-Vintimille. Ce n'est pas un hasard si beaucoup de personnalités célèbres des arts et des lettres ont été des habitués de l'endroit. Pour un brunch le dimanche matin, un thé ou un café gourmand l'après-midi, un bon déjeuner ou un dîner, rendez-vous au Train Bleu. Régalez-vous de son excellente cuisine de brasserie et de son merveilleux décor. En cette fin de novembre, à l'heure des bilans, celui de la météo en 2011 est des plus inquiétants. 2011 a été la 10e année la plus chaude jamais enregistrée depuis 1850. Par ailleurs, en marge de la conférence sur le changement climatique, l'Organisation météorologique mondiale a indiqué que les 13 années les plus chaudes qu'a connues la planète
étaient toutes concentrées sur les 15 dernières années depuis 1997. Supérieure de 0,46 degrés à la moyenne à long terme, la température moyenne de la dernière décennie, de 2002 à 2011, est la plus élevée jamais constatée, à égalité avec la décennie 2001-2010, a déclaré à Durban, en Afrique du Sud, l'agence de l'ONU spécialisée sur les données météo. La hausse des températures ne semble pas avoir été spectaculaire cette année, mais 2011 a été l'année la plus chaude des années marquées par un phénomène, la Niña, a précisé le secrétaire général de l'OMM, Michel Jarraud, lors d'une conférence de presse à Genève où est basée l'OMM. Par ailleurs, en 2011, la surface des glaces dans la zone arctique a été la seconde la plus faible, de 35% inférieure à la moyenne 1979-2000. Le volume de la banquise a été le plus bas jamais enregistré, avec une diminution de 8% d'une année sur l'autre. Une des conséquences est la hausse du niveau des mers, plus rapide que prévu. Michel Jarraud a rappelé que le réchauffement de la planète était dû pour une grande part à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre provoquées par les activités humaines. Les émissions de gaz carbonique ont augmenté de 39% depuis 1750, celles du méthane de 158% depuis 1950 et celles du protoxyde d'azote de 20%. Il a ajouté que si les émissions de gaz à effet de serre n'étaient pas réduites, la Terre connaîtrait une hausse des températures de plus de 2,5 degrés d'ici la fin du siècle par rapport à 1990. L'Observatoire du pain vient de présenter, le 13 décembre dernier, les derniers résultats du volet pain de l'enquête du Crédoc sur les comportements et la consommation alimentaire des Français en 2010. Consommé par près de 98% des Français et recommandé par les professionnels de santé, le pain reste un des piliers de notre modèle alimentaire. Lors de sa conférence, l'Observatoire du pain a mis l'accent sur l'évolution des habitudes de consommation alimentaire des Français et plus particulièrement de celles des 20-30 ans. Entre adolescence et âge adulte, cette génération a des pratiques nouvelles et paradoxales. Elle préfère sacrifier son alimentation, 8% du budget global des 25-35 ans, au profit des loisirs. De même, elle préfère les plats cuisinés tout en restant très attachée à la qualité et à la naturalité des produits. La génération des 20-30 ans, ou génération Y, s'est par ailleurs réapproprié le pain en adaptant sa consommation à son mode de vie de plus en plus nomade. À l'occasion de la publication des résultats de l'enquête du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, Pascale Ebel, directrice consommation, souligne que les 20-30 ans mangent du pain, mais plus souvent sous forme de sandwich, préféré aux plats de fast-food. On observe toutefois une nette préférence de cette génération pour le pain frais, au détriment des biscottes jugés produits vieillissants ou du pain grillé industriel. Ils consomment aussi davantage de pain de mie et moins de pains spéciaux. Le sandwich baguette contribue de manière croissante à la consommation de pain des Français. La part du pain consommé en sandwich a en effet évolué entre 2007 et 2010 chez toutes les catégories de consommateurs. Elle est ainsi passée chez les enfants de 4,5% à 6,1%, de 11,3% à 15,9% chez les adolescents et de 6,4% à 7,9% chez les adultes. Globalement, plus on avance en âge, plus on consomme de pain. Mais sa part dans l'alimentation tend à diminuer. En 2010, 54% des enfants, 68% des adolescents et 85% des adultes consommaient du pain au moins une fois par jour. Dans notre rubrique Culture et Tradition, nous allons nous pencher ce matin sur la fréquentation des musées en France en 2011. Au total, plus de 28 millions de visiteurs sont passés dans les 35 musées sous tutelle du ministère de la Culture. Avec une augmentation de 10%, il s'agit de la plus forte hausse depuis 2007. Cette hausse de la fréquentation concerne toutes les catégories de musées, des grands aux petits. Le château de Fontainebleau a fait un bond de 15%. Le musée Marc Chagall à Nice et les granges de Port-Royal dans les Yvelines ont enregistré une très nette augmentation de leur fréquentation. Pour les musées de la ville de Paris, Petit Palais, Carnavalet et Musée d'Art moderne, 2010 et 2011 sont les deux meilleures années depuis 2001. Un premier palier avait déjà été atteint en 2000. Et depuis, la fréquentation des musées est repartie à la hausse de manière régulière depuis environ 5 ans. Cette tendance est générale pour les 1200 musées du territoire national.
En 10 ans, le public a totalement changé. Il est plus féminin, plus jeune et plus âgé en même temps. Les visiteurs viennent le plus souvent accompagnés, soit en famille, soit en groupe. La fréquentation des musées par les 18-25 ans a doublé entre 2009 et 2011, sans doute à cause de l'étendue de la gratuité pour cette tranche d'âge. Et c'est la même chose pour les musées qui font salle comble le premier dimanche de chaque mois, jour où ils sont gratuits. Le musée pour les Français apparaît comme un lieu vivant, estime Marie-Christine Labourdette, directrice des musées de France. Le succès des expositions temporaires renforce la fréquentation des collections permanentes. On a pu le constater par exemple pour l'exposition Les Gisants d'Antoine Schneck à la basilique de Saint-Denis, qui a accueilli 98 000 visiteurs sur les 163 000 personnes qui se sont rendues dans ce monument. Mais aussi pour l'exposition Manet à Orsay, 470 000 visiteurs. Ou pour Maya, de l'aube au crépuscule, au Quai Branly, 219 000 visiteurs. Les expositions Munch à Beaubourg, L'aventure d'Einstein au Grand Palais ou au Royaume d'Alexandre le Grand ont aussi fait salle comble pendant la période de Noël. Et en 2011, le Louvre a confirmé sa place de premier musée au monde. Après les touristes américains, les Brésiliens, devant les Italiens, constituent la deuxième nationalité à avoir le plus visité le palais. Les Japonais, eux, restent leaders au Mont-Saint-Michel et les Anglais à la Sainte-Chapelle du Palais de la Cité. Sans oublier l'enthousiasme pour le Centre Pompidou à Metz, qui a accueilli 550 000 visiteurs en 2011, soit au total 1,2 million depuis son ouverture en mai 2010. Une bonne cuisine se fait avec de bons produits. Mais comment se retrouver dans tous les logos qui s'affichent sur les emballages alimentaires? Que garantissent-ils vraiment? Au rayon alimentaire, les normes officielles en vigueur, en France et en Europe, permettent de se fier à des produits répondant à des critères de qualité précis. C'est ainsi que l'AOC française, appellation d'origine contrôlée, désigne un produit dont toutes les étapes de la fabrication, la production, la transformation et l'élaboration sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même zone géographique qui lui donne ses caractéristiques. C'est le cas du champagne ou du roquefort. L'appellation d'origine protégée, AOP, est l'équivalent européen de l'AOC. Elle protège le nom d'un produit dans toute l'Union européenne. Comme l'AOC, tout le monde connaît le label rouge. Identifiable à son logo vermillon, il désigne des produits qui, par leurs conditions de production ou de fabrication, ont un niveau de qualité supérieur par rapport aux autres produits similaires. Il couronne par exemple les volailles, les charcuteries, le saumon fumé, les fromages. Mais il n'est pas le signe d'un terroir. Autre sigle communautaire, l'IGP, indication géographique protégée, concerne des aliments aux caractéristiques liées à un lieu déterminé, où ils sont au moins produits ou transformés. Contrairement à l'AOC, l'IGP n'implique pas que toutes les étapes de production soient réalisées dans une même zone géographique. Les produits portant le logo européen STG, spécialité traditionnelle garantie, certifient le respect d'une recette et d'une méthode de fabrication traditionnelle, comme la mozzarella italienne ou le jambon serrano espagnol. Quant au logo bio européen et au logo AB, alimentation biologique, ils garantissent que le produit est issu d'un mode de production respectueux de l'environnement et du bien-être de l'animal. Évidemment, tous ces labels impliquent parfois pour les consommateurs des tarifs plus élevés. Ce n'est pas nouveau, la qualité, compréhension orale. Activité 1. Art du divertissement, le cinéma aime les vacances. Et chaque décennie a son film culte. Les années 1950 passent leurs vacances sous le regard de Jacques Tati à l'hôtel de la plage avec Monsieur Hulot, vacancier hors norme. Horner, le vacancier des années 1960, incapable de rester en place comme Louis de Funès, qui passe ses grandes vacances à la poursuite de son fils, une vadrouille, pas de tout repos. Les petites Anglaises, elles, attendront de pied ferme et les années 1970 et l'invasion des petits Frenchies adolescents débarquant avec ce cri de ralliement « À nous les petites Anglaises !» Une course au flirt devenue course au sexe pour les vacanciers emblématiques de 1980, les bronzés. Jeux, concours, balades, baignades, tout dans ce Club Med de Côte d'Ivoire n'est prétexte qu'à ça. Rien de tout ça en revanche dans les années 1990. La grande marade collective fait place au groupe de solitaires qui se retrouvent randonneurs le temps d'un été sur les sentiers du mythique GR20 Corse.
Autre genre de vacanciers des années 2000, ces pèlerins qu'on croise pour de bonnes et de mauvaises raisons sur les chemins de Saint-Jacques, Saint-Jacques-la-Mecque, mais aussi ces habitués du camping des flots bleus qui, à l'aventure, préfèrent les retrouvailles coquines et bien arrosées. Pour les retrouvailles, les vacanciers des années 2010 n'y renonceraient à aucun prix, quitte à mettre leur petit mouchoir sur la part d'inavouable qui tisse la toile de leur relation. Les temps changent. Aznavour, 2011. Il a débuté avec Piaf et révélé en France Liza Minnelli. À 87 ans, Charles Aznavour vient de publier un nouvel album de 12 chansons intitulé Aznavour toujours. On y retrouve des titres au texte ciselé qui parlent aussi bien d'amour, Viens m'emporter, J'ai connu, que de la révolution de mai 68, ce printemps-là. Autre temps fort, Elle, un duo chanté avec Thomas Dutronc, de 50 ans son cadet. Les orchestrations ont été confiées à l'arrangeur et pianiste Yvan Cassard, qui a travaillé, entre autres, pour Claude Nougaro, Johnny Hallyday ou Céline Dion. Charles Aznavour ne veut pas entendre parler de retraite. Et son emploi du temps parle pour lui. Après s'être installé début septembre pour 1 mois dans la mythique salle de l'Olympia à Paris, il est parti en tournée dans les Zéniths de France. Tiens, François, on va le planter là, ton arbre. Tu vas l'appeler comment? Je ne sais pas. Géant peut-être. Il va devenir très grand. Et toi, papy? Maman m'a dit que tu as eu un arbre aussi quand tu étais petit. Il vit encore? Il est où? Là où j'habitais avant, près d'une forêt. Il est immense maintenant. Il mesure 12 mètres. Ah! Il est vieux alors. Il s'appelle comment? Pif a 36 ans. J'avais 13 ans quand je l'ai planté. C'était une toute petite branche. Ah, c'est drôle comme nom. C'est le nom du journal pour enfants que je lisais. Il n'existe plus. Il s'est arrêté en 1993. Mais il était formidable. Chaque numéro contenait un gadget. Par exemple un périscope ou un kaléidoscope à fabriquer. Et un jour, il y a eu une pousse de sapin dans un sac de plastique. Mais alors, il y a d'autres pifs? Au total, il y a eu 360 000 pousses de sapin. Tous les enfants voulaient leur sapin. Et moi aussi j'en ai eu un. Mon papa m'a aidé à le planter et il s'est vite développé. Et les autres arbres? Tu sais où ils sont? Tu les as vus? C'est amusant ta question. J'ai eu la même idée que toi. Un jour, en 1997, j'ai parlé de mon arbre dans un journal. J'ai dit aussi que je me demandais où étaient les autres pifs, s'ils vivaient encore. Et alors, papy? Eh bien, beaucoup de gens m'ont écrit. Comme ça, j'ai retrouvé 120 sapins. Ils sont un peu partout en France. Il y en a même au Canada, en Turquie. Je reçois des photos. Si tu veux, tu pourras lire les lettres avec leurs histoires.